Et salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur N1, votre émission 100% NBA des équipes de The Playoff. Et oui, on arrive à la fin de saison, c'est la dernière semaine de compétition et donc on a décidé avec toute l'équipe de remettre les awards. Et pour en parler aujourd'hui, j'ai deux acolytes de notre équipe, vous avez l'habitude de les entendre toutes les semaines. Le premier, j'ai nommé Chris. Salut Chris, comment ça va ? Salut Yannick, salut à tous, salut à toutes. Je suis content de vous retrouver. J'ai fait un petit break la semaine dernière. Là, on vous a écouté. C'était bien sympa pour votre conseil de classe. Et oui, là, c'est le moment de remettre un petit peu les trophées. De toute façon, après, on va arriver dans la période où l'actualité va vite être prise par les classements, les calendriers, les brackets, etc. Donc, hop, on passe les awards et on s'attaque aux choses sérieuses derrière. Tiens. Ouais, en parlant de braquettes, on est tous sur notre 31, hein, d'ailleurs. Vous ne nous voyez pas, mais on est tous sur le 31. Et alors, c'est l'élégance, c'est le raffinement, sauf pour son équipe de cœur. C'est Anna. Salut Anna, comment ça va ? Hello, ça va ? Bah écoute, ça va tranquille. Bon, nickel. Un jour quand même Yannick, parce que tu arrives toujours, tu dis... c'est l'élégance, c'est le raffinement, mais un jour, on va quand même on fera l'émission en vidéo. Hein. Là, les gens verront, c'est du raffinement. Oui, mais oui, il faudra prévenir avant. On fera peut-être en live un jour, peut-être. Ouais, mais comme à l'époque. Je ferai les choses bien dans ce cas-là. Bah non, donc du coup, faut pas prévenir. Comme ça, les gens verront la vérité. Tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. On pourrait même poster la vidéo sur YouTube. Vous êtes des bon, hein, voilà. Ouais. Faut pas dire le mot, mais ouais, vous êtes pas cool. On serait presque des Bostoniens. Oui, t'as raison. Alors, tant que je vous tiens tous les deux, il y avait Grand Prix ce week-end et tous les vendredis veille de Grand Prix, vous êtes sur Warm-Up. C'est bien cela ? C'est l'instant promo. Allez-y, go. On y va, ouais, tous les vendredis. Alors, nous, on tourne le vendredi après-midi, ça peut sortir vendredi soir ou samedi sur les plateformes habituelles sur lesquelles vous nous écoutez. Hein. On fait souvent le point sur le Grand Prix précédent. On fait la petite preview du Grand Prix du week-end. Là, le dernier épisode, on avait fait un bon gros focus sur les changements à Red Bull avec le nouveau coéquipier de Max Verstappen. On avait fait la preview du Grand Prix du Japon et on a fait nos petits pronostics et parmi les acolytes qui étaient avec moi, personne n'a eu bon, sauf moi évidemment, qui avait du coup trouvé Max Verstappen vainqueur du week-end. C'est ceux qui ont le nez, tu vois, ceux qui comprennent la conduite et ceux qui viennent pas apprendre à conduire depuis seulement quelques mois, comme une de nos partenaires ici présente. Donc le petit podcast warm-up tous les vendredis de Grand Prix. Hein, attention. Donc, vous aurez un prochain rendez-vous le week-end prochain. Encore le week-end d'après. Il y a 3 Grands Prix là, qui s'enchaînent avec le Japon inclus. Donc, non, c'est plutôt cool. C'est un bon rendez-vous avec Anna, avec Raph. On passe des bons moments, on déconne bien et on discute un peu Formule 1. C'est cool. Ok, super. Alors, tant qu'on est dans la promo, il y a également, puisque la saison de baseball est repartie, il y a les copains de First Pitch. Allez jeter une petite oreille. Ce sera avec grand plaisir. Et également, Tailgate, l'émission de NFL. Alors là, c'est un peu plus calme sur la NFL, mais il y a la D1 Elite. Allez écouter, allez donner de la force à ce championnat, ce championnat de France qui a beaucoup de choses, qui a beaucoup d'atouts. Et également, vous pouvez en attendant, bientôt, ça va arriver, aller suivre les Paris Musketeers qui seront une grosse partie de la saison du côté de Saint-Ouen. Donc, allez-y, c'est un chouette moment à aller découvrir avec une superbe ambiance et un big up à la Red Company, le club de supporters. Allez, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est les awards et on va remettre les prix de la rédaction, enfin nos prix, on ne s'est pas consulté, on va y avoir des débats et on va commencer tout de suite par un prix, on va dire pas forcément le plus intéressant, mais on va commencer par le MIP. Pour vous, je vous pose la question, quel est votre MIP ? Anna, allez, honneur à toi. Est-ce qu'il y a vraiment une surprise dans mon MIP ou c'est comment ? Elle va nous sortir que des mecs en vert. Ah, vas-y, oh là. Non, tu vas pas. Pour le coup, c'est vraiment le seul qui est pas en vert. En plus. Alors que le favori, c'est quand même le mec en vert. Hein, mais bon, bref. Ah non, c'est pas lui. MIP ? Ah non, quoique, non, pardon. Non, il est 6e homme. Oui, pardon.
Oui, mais spoil pas, Oh spoil merde! pas. Oh Tu putain, commences par la meuf, elle fait de divulgacher. la. Ah zut alors, elle Tu sait pas répondre aux divulgaches. questions. Hein. Non, alors MIP pour moi sera Denis FDA. Je sais, je suis chiante avec ça. Je sais, je lâche pas l'affaire. Mais après, je pense pas qu'il le sera. C'est une, C'est une c'est certitude. un combat qui est perdu d'avance. Mais bon, déjà sur la saison en tout et pour tout, il a pris 2 points, tu vois, dans son rendement. Mais par contre, avec le mois de mars qu'il a fait, ça l'a augmenté déjà à 18, je crois, 18 de moyenne par match. Et il a fait un mois de mars qui est absolument stratosphérique. Et, et voilà. Enfin, à mes yeux, c'est celui qui a montré le plus de progrès et de, et de dépendance de l'équipe dans son jeu. Enfin, je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, Ouais, mais en non, gros, il est non, mais devenu une pièce maîtresse du jeu de Portland. Alors, je sais que bon, enfin, Portland, c'est pas non plus le haut niveau, mais malgré tout, voilà. ok, On voit l'évolution sur l'année. ok, très bien. Chris, toi, ton MIP? Ouais, alors c'est pas du tout un mec de Portland, hein, vous l'aurez bien compris, on essaye de regarder un petit peu de match ici. Non, moi je vais partir, alors c'est le nom et fait partie de la shortlist hein, de ceux qui ont le plus de chances de remporter ce titre-là. Moi c'est Cade Cunningham du côté de Détroit. Là cette saison il a 35 minutes de jeu, il a quasiment 26 points, 9 passes, petit peu plus de 6 rebonds, quasiment, il a une interception de moyenne, il perd 4 ballons. Bon, ok, mais toi, sur le ratio, tu fais 9 passes, tu perds 4 balles. Bon, c'est pas mal. Et voilà, c'est tout l'impact qu'il a dans cette équipe de Détroit. C'est aussi pour féliciter cette belle franchise des Pistons qui, on leur a tapé dessus pendant des années à juste titre. Et là, ils font vraiment une très, très belle saison. Au-delà de ce qu'on pouvait attendre, on verra en playoffs ce qu'ils vont proposer. Mais Cade Cunningham est vraiment le fer de lance, c'est une expression un peu galvaudée, mais là, pour le coup, c'est vraiment lui qui est le joueur phare de cette équipe-là, et un joueur qui peut vraiment en plus progresser encore d'année en année, et qui peut devenir une vraie tête de proue de la NBA dans les années à venir. Donc moi, j'aime particulièrement ce joueur-là, la façon dont il joue. Je trouve qu'il a un bon mood, ça impacte bien sur l'équipe en général, et donc voilà, pour moi, c'est Cade Cunningham. Je trouve que c'est plutôt intéressant. Ça serait plutôt mérité pour lui, même s'il y a d'autres noms qui sont pas mal aussi. Tu vois. Ouais. Alors, je plus ouais, puisque j'ai choisi aussi Cade Ah, Cunningham. Tu l'as dit, 26 points, mais c'est plus 3 points par rapport à l'année passée. C'est 2 rebonds de plus et 2 passes décisives de plus que l'an passé. Et surtout, ben, moi, j'ai voulu mettre en avant l'excellente saison des Pistons. Faut pas oublier qu'ils étaient bons derniers l'an passé, qu'on les attendait. En plus, ils n'ont pas eu de bol parce qu'ils n'ont même pas pu drafter au premier choix, alors que tout le monde s'attendait à ce que ce soit eux. Ils avaient tanké, mais ouais, c'est clair. Là, c'est même plus des chenilles qu'ils avaient hein, sur le bus, c'était au-delà. Donc, bah écoute, moi, je mets Cade Cunningham aussi. Donc, à 2 contre 1, je pense que notre Ouais. MIP, c'est lui. Tu le veux Ouais, mais bon, attends, ça allait pas être très très drôle si je vous disais Cade aussi, tu vois. Oui, Ouais. mais attends, et de toute façon, on fait pas un podcast drôle, hein. On fait un podcast ouais. tu vois. Alors écoute, tu On fait vois, pas rire et chanson, toi. ouais, tu vois, moi j'ai envie de dire, tu vas aussi, si tu votais pour les Césars, t'allais pas voter pour Philippe Catherine alors qu'il a pas fait de film, quoi, tu vois, donc no offense pour Philippe Catherine qui est fan de basket, cet homme Ouais. oui, il est originaire de Vendée, il joue au basket. Donc Bah voilà, je savais pas. j'espère qu'il nous écoute et on salue Ah Philippe. ouais. N'hésite pas à Dit nous comme ça, envoyer un DM. il va nous mettre une étoile sur le pod, ça va être bien, tiens. Mais non, mais c'est un superbe chanteur, un superbe acteur, mais il n'a pas fait de film cette année, donc Ok. voilà. Et puis on sait que les comiques, hein, ils gagnent pas Oui. souvent, ils gagnent pas souvent. Ok, Bon, alors, si vous voulez, j'ai à chaque fois les cotes, les ouais, cotes des bookmakers. j'ai pas les cotes parce que c'est les cotes ricaines, c'est un peu plus relou, mais en tout cas, j'ai les favoris à chaque fois. Et donc Ouais. là, j'ai le top 3, hein, en gros. Pour le MIP, t'as Dyson Daniels, qui est Ouais. le favori là, des Hawks. Après, t'as Cade Cunningham. Et petite dédicace à Tom, parce qu'il le dit à chaque fois dans ses émissions, t'as Austin Reeves,
joueur des Lakers. Et Ouais. je le vois sur Twitter souvent, il fait la propagande pour Go Austin. Non, il fait une belle saison, le joueur des Lakers aussi. Il devient vraiment la troisième arme offensive de son équipe depuis l'arrivée de Luka. Et il montre des choses intéressantes. Mais, Ouais, mais de là à MIP, tu vois, c'est. ouais, après, il est troisième dans la liste, tu vois. C'est assez loin après les deux autres. Mais bon, voilà. Donc, ce serait plutôt Dyson Daniels pour les bookmakers. Après, hein, ça vaut ce que ça vaut. Ok. Bah, C'est moi, pas je suis déconnant non plus, tu vois. pas déconnant non plus, mais tu vois, c'est pas lui. Tu vois, c'est pas le joueur qui me viendrait en tête en premier. Enfin bon, bref. Bon. Justement, tiens, en parlant de Dyson Daniels, deuxième trophée, le Defensive Player of the Year, le joueur défensif de l'année. Qui c'est que vous voyez? On a commencé avec Anna, donc on va lancer Chris dans la profondeur. Vas-y, on y va. Alors, il y avait un favori entre guillemets clair à la base, c'était Victor Wembanyama, mais du coup, il n'est pas éligible. Ouais. Parce qu'on sait maintenant qu'il faut minimum 65 matchs pour être dans les trophées là. Il ne les a pas, donc il ne peut pas participer, concourir en tout cas. Donc, il n'y a pas de réel clair favori qui ressort. D'après moi, tu as des noms intéressants, hein, on va pouvoir en parler. Je pense qu'on sera peut-être même pas d'accord. Moi, j'aurais tendance. Alors, il n'est pas dans le top 3 de ce que j'ai pu aller lire à droite à gauche, tout ça. Mais c'est vraiment un mec que moi, j'apprécie depuis des années. Et je l'ai souvent dit dans le précédent podcast quand on parlait de Lou, de son équipe. Moi, c'est Luguensdort. Ok. Que je placerai là. Ah, bah ouais. Moi, je l'ai dans les mentions honorables. Mais bon, moi, je mettrais Dort parce que, un peu à l'image pour Gate Cunningham, c'est-à-dire, oui, c'est des trophées, machin, individuels et tout ça. Mais. Alors bon, si vous avez vu le match contre les Lakers dimanche, Lakers Thunder, ce que je vais dire n'a pas trop de sens, mais on a quand même le Thunder qui est une défense, une vraie défense de la NBA. C'est une équipe qui roule déjà sur l'Ouest, qui est très forte même généralement, qu'on attend très haut des deux côtés du terrain. Et Luguensdort, ça fait des années en fait qu'on le voit comme vraiment un acteur majeur dans la défense, que ce soit individuel et dans l'apport, dans la défense collective de cette équipe du Thunder. Il y a le côté un peu chien fou là que j'aime bien chez ce mec là. Alors en plus maintenant il commence à mettre des 3 points, il est bon offensivement. Et là, comme on est sur le Defensive Player of the Year, on va pas parler de cet aspect là, mais je trouve que c'est vraiment encore une fois voilà le mec qui est la symbolique d'une défense élite, d'une équipe élite. Donc moi j'aime bien ce joueur. Je pense qu'individuellement il y a peut-être d'autres noms que vous allez me citer ou des mecs qui ont un impact plus fort en termes de contre, d'interception, de rebond défensif. J'entends, mais voilà, moi c'est vraiment la façon dont il défend sur l'homme et du coup l'aura qu'il a sur son collectif qui m'impressionne. Et voilà, donc c'est un mec que j'aime bien, donc Lou Dort. Ok, Anna, toi. Alors j'ai le même choix, à titre personnel. J'aime bien la machine défensive de Oklahoma. J'aime bien ce qu'il apporte en termes défensifs à l'équipe. Et puis voilà, globalement, j'adhère à tout ce que Chris vient de dire. Je ne veux pas parler de Draymond Green, dont tout le monde parle aux États-Unis en ce moment. Ouais, c'est lui le favori. Mais voilà, Lou Dort, voilà, plus mon choix ce sport-là. Alors moi, mon choix, c'est Evan Mobley. Okay. Pour moi, Evan Mobley, pourquoi ? Parce que c'est le joueur qui est sur une équipe qui est le plus haut placé. Et je trouve que c'est un joueur qui change beaucoup de choses dans la façon de jouer et de la façon d'attaquer les Cavs. Et sa défense est une des raisons pour lesquelles, et son duo notamment avec Jarrett Allen, mais pour moi, il est au-dessus de Jarrett Allen parce qu'il est capable d'aller faire autre chose que de jouer que rim protector. Donc pour moi, c'est lui, et c'est aussi pour remettre les Cavs sur le devant de la scène. Ok. Moi, je voulais juste, si on peut évidemment parler un petit peu de Green, parce que c'est fort, le mec, parce qu'il en a parlé, alors je ne sais plus si dans un podcast ou une interview ou une déclat de quelconque, mais il a quand même réussi à se replacer dans la discussion. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Toi, Anna, tu dis que tu ne voulais pas en parler, mais... Non, mais parce que je suis juste une hater, moi. Très bien, ok. Non, mais moi, j'ai trouvé impressionnant sa capacité juste avec une déclat, tu vois, et du coup, là, tu vois...
parmi les favoris, il est, pour les bookmakers, en tout cas américains, il est le favori pour le titre. Oui. Tu vois, non, mais Alors, c'est impressionnant, tu vois. Alors que bon, ça reste un joueur d'impact défensivement, mais bah, on attendait plus, tu vois. médiatiquement, forcément, c'est le gars qui il parle tellement que en fait, il a fait sa pub. Tu vois. Ouais, c'est ça. Pour moi, tu vois, tu parlais de Jason Daniels. Moi, je le vois au-dessus, mais comme c'est un truc, j'ai envie de dire, c'est un lot de consolation pour les intérieurs à la base, le DPOI. Donc après, Draymond Green, il est complètement dépassé. Ok, il est favori, mais alors dans ce cas-là, moi je pense que faut le descendre comme il a descendu Rudy Gobert à chacun de ses titres. Voilà. Parce que le gars, c'est au bout d'un moment, ok, tu étais défenseur élite, mais tu étais défenseur quand tu avais Kevin Durant qui venait derrière toi pour contrer et gêner tout ce qui se passait. Gars, arrête. Et le trash talk n'est pas une défense. Et Dieu sait que pourtant, j'adore le trash talk. Mais gars, non. Et puis. Non, mais il y a une différence en fait avec le trash talk et le débile trash talk. Tu vois. Ah, mais complètement. C'est pas intelligent ce qu'il fait. Ça apporte rien. Tu vois. C'est pas comme si ça énervait les uns et les autres. Non. Sur le terrain, il est juste. Ouais. Donc, bon, écoute, moi après là-dessus, j'ai rien d'autre à rajouter sur Draymond Green pour moi. Enfin. Non, c'était. Après, l'idée, c'est pas de faire un débat non plus sur lui, mais le gars, voilà, le gars, il est cramé depuis 99, quoi. Il a fait partir Kevin Durant. Il a. Enfin voilà, quoi. Bon, okay. Bon, en tout cas, voilà, c'est lui le favori. Après, tu as Evan Mobley, du coup, ton choix, Yannick. Ouais. Et loin derrière, du coup, tu as Dyson Daniels. En tout cas pour le top 3, mais ouais, c'est Draymond qui est. Après, de mémoire, c'est Triple J. Ouais, on n'en a même pas parlé, ouais, c'est vrai. Ouais, mais après, avec la saison bizarre de Memphis. Et également, je crois, le dernier, c'est Dors, justement. Ouais, j'ai vu du Zubac aussi. Oui. Pour les Clippers. Mais ok. Bon, en tout cas, on n'est pas pour le choix logique, en tout cas. Ouais. On enchaîne avec le trophée suivant. Allez. Ça vous va. Allez, le 6e homme de l'année, tu en as parlé, Anna, vas-y. Allez, lâche-toi, vas-y. Ah, vous voulez vraiment? Non, genre vraiment, il y a vraiment un mystère sur ce trophée-là. Non, parce que vraiment, c'est une vraie question. Je me pose la question. Est-ce qu'il y a un vrai mystère par rapport à ce trophée-là? Est-ce qu'il doit aller ailleurs que dans les bras de Peyton Pritchard? Je ne suis pas sûre. Moi, j'ai un autre nom, toi. Mais... Ah bah, tu vois, voilà. Non, pourquoi pas. Mais c'est le saut qu'il a fait entre l'année dernière et cette année. C'est impressionnant. Bon, déjà, il y a le match à 43 points contre Portland. Ah oui. Ok. Mais aussi l'impact qu'il a sur le jeu et quand il est sur le terrain, c'est impressionnant. Et voilà, enfin, bon, il est prépondérant dans le système de jeu de Boston. Il est à peu près à 14 points par match, plus de 3 rebonds, plus de 3 passes. J'ai pas d'autres noms en tête. La vérité, tu vas me sortir un truc genre Malik Beasley ou Russell Westbrook peut-être, mais tu vois, genre à mes yeux, il y a sur la continuité tout au long de l'année, à mes yeux, il n'y a pas tellement photo. Tu me connais trop, c'est relou, tu vois. C'est les deux noms que j'allais citer, Malik Beasley et Russell Westbrook. Bon, après, Westbrook, c'était plus pour... voilà, ça, c'est mon côté fanboy, tu vois, de Westbrook. Non, mais je vais pas le mettre... j'aurais dit Westbrook si j'avais pas dit Peyton Pritchard. Ok. Ah oui, d'accord. Non, moi, c'était plus en mention. Tu vois, genre... Non, mais regarde, il a tellement galéré. Mais ça a tellement été dur aux Lakers pour lui. Il s'en est pris tellement plein la gueule de façon très injuste. Là, tu vois, il est arrivé après... il a été aux Clippers, machin, ok, mais on s'en fout des Clippers. Là, il arrive à Denver. Et tu vois, il y en a eu plein, et moi, j'en faisais pas partie, mais il y en a eu plein qui ont dit ça n'a pas cliqué avec Jokic, machin. Mais non, les gars, ils sont trop intelligents et la connexion est trop belle entre les deux. Mais voilà, je vais pas non plus lui donner le trophée. Mais voilà, c'était plus pour la petite notation. Mais
Je t'avoue que ouais, Malik Beasley, bah alors ça fait 2 mecs pour Détroit en trois trucs pour moi, mais non, c'est vraiment dingue ce qu'il propose Beasley, mais du coup, ça va dans ce que je disais tout à l'heure, dans cette saison incroyable de Détroit. Donc, je suis peut-être un peu biaisé dans mon analyse et c'est peut-être pas le joueur en lui-même que je trouve appréciable et que j'apprécie vraiment et sur lequel je mets des compliments et des lauriers. C'est peut-être plus sur l'équipe. Donc, je vais quand même laisser, moi, mon vote à très fort contre-cœur par principe, mais quand même à Pritchard parce que c'est clair que votre équipe de Boston, Anna, ouais, elle déroule et il fait partie de ces mecs-là. Et c'est vrai que son match à 40 points, d'Eric White, non, c'était pas ce match-là aussi, White, il file en plan de 40. Et tu te dis, même quand t'as pas Tatum, même quand t'as pas Brown, même quand t'as pas Porzingis et t'as pas qui tu veux, bah t'as quand même ces deux mecs-là qui sortent du bois et qui te font leur record en carrière le même soir à plus de 40 points, tu vois. Donc, non, moi je comprendrais complètement que ce titre-là, il aille à Pritchard, mais après, mon cœur ne veut pas qu'aucun trophée n'aille à Boston. Donc, Alors, moi, j'ai aussi mis Pritchard pour une raison hyper simple. C'est que, en fait, le trio sur la base arrière, il est complètement interchangeable du côté de Boston. Et c'est obligé, en fait, ce gars-là, il t'amène tellement d'énergie et que s'ils vont back-to-back, ce sera en partie grâce au fait qu'il puisse augmenter son niveau. Il a su saisir sa chance du côté de Boston. Il a un côté basket quand même hyper moderne, malgré un physique plutôt passe-partout. Mais voilà, donc ça m'embête, mais voilà. Pour moi, tout de suite, ça embête. Moi, je pense que... je peux pas. Si t'aimes le basket, tu peux pas aimer Boston. Tu vois, c'est comme ça. Mais si. Alors, on parlait de triche tout à l'heure, mais excuse-moi, pendant des années, quand il y avait le Boston Garden, tu savais que tu avais des rats qui arrivaient pendant que tu changeais. Ils faisaient exprès de pas mettre de chauffage, tout ça. Il n'y a jamais eu de clim au Boston Garden. C'est quelque chose qui est connu. C'est pas quelque chose qui est spécial pour les Lakers ou les Knicks. Oui, et alors? Et par contre, d'ailleurs, tu sais qui en parle très bien, c'est Karen Russell et Brina Jones. Qui en parlent très très bien. Non, mais par contre, quand il y avait du chauffage partout en plein hiver, le seul endroit où il n'y avait pas de chauffage, c'était dans le vestiaire visiteur. Avec de l'eau, et tu te lavais à l'eau froide, quoi. Non, mais... Enfin, et tu vois, c'est petite dédicace à Flav, c'est la GIA de la NBA. Enfin bon, bref. Bon, en tout cas, Pritchard est le favori pour les books. Après, c'est Malik Beasley. Et t'as dit André Hunter. C'est vrai que c'est pas mal aussi. Intéressant. C'est pas mal. Et alors, un autre nom qu'on n'a pas cité tout à l'heure, tu parlais des Cavs, t'as Ty Jerome aussi qui a proposé des belles choses en sortie de banc. T'aimes bien, toi, lui? Ouais, moi perso, ouais, j'aime bien ce mec-là. Il est sympa et tout, mais après, voilà, j'irai pas lui remettre le trophée non plus, tu vois. Là, je trouve qu'il y a une logique, et ce que disait Anna en intro, c'est-à-dire c'est compliqué de voir quelqu'un d'autre récupérer le trophée si on est un minimum objectif. Tu vois. Ouais, carrément. Voilà. Carrément. Ok, allez, on continue. On monte en puissance sur les trophées. On va parler du Rookie of the Year. Parce que là, il y aura peut-être plus de débats. Qui c'est que vous voyez, vous, comme Rookie of the Year? Parce que moi, ça a été compliqué pour moi. Ah ouais? Ok. Ouais. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est que, alors, tu as, quand tu regardes un petit peu la liste, tu as quand même 2 Français qui sont bien placés. Ouais. Avec Alexandre Sarr et Zachary Rizaché. Ouais. Mais pour moi, c'est pas vers eux que j'irai mettre mon vote, tu vois. Même si Zachary Rizaché, il est dans une équipe des Hawks, bon, on en a tellement parlé, on n'est pas très fan de cette équipe-là, mais lui montre des belles choses. C'est une équipe qui va aller dans le play-in, qui peut pourquoi pas faire un coup. Après, Alexandre Sarr, Washington, voilà, on a tout dit. Mais moi, j'irais quand même vers le favori qui semble, en tout cas, c'est le gros favori. Je suis d'accord. Moi, c'est plutôt Stephen Castle du côté des Spurs. Pareil, moi,
j'aurais du mal, c'est un grand terme, tu vois, mais de voir quelqu'un d'autre repartir avec ce trophée-là. Alors, c'est clair que l'impact de Wembanyama, évidemment, est majeur dans la progression de San Antonio et dans l'image aussi qu'on s'en fait de cette belle franchise des Spurs. Mais il n'y a pas que lui, quand même, dans cette équipe-là. Et Stephen Castle en est une belle illustration. Moi, c'est pareil, c'est un mec que j'apprécie regarder. Quand tu regardais les Spurs avec Wembanyama, il faut avouer que depuis que Victor est plus là, bon, on clique plus vraiment sur les Spurs. Hein. Non. Mais non, en tout cas, voilà, Castle, c'est un mec intéressant. J'ai hâte de voir la progression en année 2, de voir toujours cette connexion avec Victor et de voir comment ils vont construire l'équipe aussi autour de ça. Et De'Aaron Fox. Oui, bien sûr. Ouais, non, j'allais pas faire tout l'effectif. T'as raison de le citer. Ouais. Mais non, voilà, moi, je trouve que ça irait bien pour Stephen Castle. Mais je trouve ça cool quand même qu'on ait des Français qui soient bien haut dans les listes, en tout cas dans les rankings pour le trophée. Et après, si c'est un des Français qui l'emporte, on sera les plus heureux du monde pour eux. Mais ouais, moi, je le donnerai à Castle. Anna. Alors j'entends franchement en fait c'est une vraie hésitation pour moi entre Castle et Rizaché, mais je pense que en fait on a aussi un avis un peu biaisé parce que le dernier français, enfin le français quoi, qui a eu le Rookie of the Year, c'est quand même Wemby. Et en fait quand tu compares Rizaché et Wemby, bah forcément tu as un décalage. Et je pense notre avis est biaisé par rapport à ça. Je pense qu'au contraire Zaccharie Rizaché fait une très belle saison. Il est premier de la draft. Voilà. Il n'y a pas de et en fait il tient ce rôle-là. Stephen Castle, c'était facile en effet avec Wemby quand t'as Wemby à côté. Ouais. Et je pense que c'est un peu moins facile de s'imposer quand t'es à Atlanta. Après bon t'as des très bons joueurs aussi à Atlanta, mais c'est pas pareil du tout. C'est pas la même ambiance, c'est pas la même chose. Et à mes yeux, Rizaché c'est plus le joueur vers lequel j'irai pour ce trophée-là. Voilà. Il est quand même à 12 points par match, 3 rebonds, plus d'une passe. Voilà, c'est quand même c'est pas dégueu. Donc j'irai plutôt sur Zaccharie Rizaché. J'ai fait la même hésitation que toi, enfin que vous deux d'ailleurs. Même si j'ai un vrai. Moi, depuis que je sais qu'il va être drafté, enfin qu'il allait être drafté, je pensais même qu'il allait être premier. Alexandre Sarr, je trouve que c'est vraiment un joueur tellement moderne, voire même un peu trop en avance, un peu comme son frère l'était d'ailleurs, Olivier Sarr. J'étais persuadé qu'il aurait pu exploser, mais bon, vu le marasme qui est Washington, ce qu'il fait, c'est déjà pas mal, mais il aurait pu faire tellement mieux. Zaccharie Rizaché, il va payer son début de saison qui était ultra timide. Pour moi, c'est le joueur peut-être le plus talentueux, mais il va lui manquer. Il est en train de prendre la mentalité américaine. Il était en mode Batum, il est en train de devenir en mode Tipeee, tu vois, si on doit voir quelque chose, où il va être où il est beaucoup plus agressif dans le sens américain du terme. Ouais. C'est-à-dire qu'il est moins passif sur le jeu qu'il l'était au début où on lui dit. Et Atlanta a quand même tradé un de ses joueurs phares, Bogdan Bogdanovic, pour lui faire de la place quand même. Ça veut dire qu'il croit beaucoup en lui. Pour moi, ça c'est un vrai signe. Après, statistiquement, sur l'ensemble de la saison, parce que c'est sur l'ensemble de la saison, pour moi, Castle est un peu au-dessus. Je pense qu'en termes de carrière, Zaccharie Rizaché sera beaucoup plus respecté. C'était une draft malgré tout assez faible avec des rookies qui n'ont pas fait non plus de dinguerie et je pense que statistiquement Castle c'est 14 points 3,4 rebonds, 3,8 passes. Rizaché, c'est en dessous quasiment dans toutes les lignes de stats. Alors oui, il a fait un light à 36 points. Il défend beaucoup plus fort. Je pense que il fera une meilleure carrière, mais malheureusement pour le titre de Rookie of the Year, ça restera Castle. Ok. Bon après oui, c'est vrai que
la cuvée de la draft, tu vois, elle nous emballe pas de ouf là. On n'est pas au taquet sur ce trophée-là. Et Bah, c'est pour ça que je te dis, ça a biaisé tout, Wemby l'année dernière. Vraiment. Ouais, mais tu vois, il y avait deux joueurs. Il y avait Holmgren aussi face à lui. Tu vois, il y avait un duel. Ouais, c'est vrai. Bon, enfin, le duel, ok. Donc, Si, si tu t'avais penses quand qu'il y avait même, vraiment un duel, ouais, pas de problème. pendant une C'est vrai période que l'année pour les dernière, filles, t'avais quelque Ouais. chose. En fait, il a éteint le duel, mais bah au oui, mais il départ, l'a ouais. fait rapidement, moi, je trouve. Hein. Là où Enfin, alors peut-être parce qu'on est français, mais toi, t'avais Hmm. envie, tu te levais pour regarder les rookies cette année? non. Non, C'est pour Ouais, ça tu que je vois, te dis. moi, Wemby, il nous a. il y a quelques années, tu vois, il y en a certains, on se levait, tu vois. Ouais, et l'année prochaine, il y a de fortes chances qu'il y ait pas mal de personnes qui se lèvent pour du Cooper Flag, ce genre de mec qui Si, marche. s'il se présente, Oui, parce que il va se présenter, mais tu as quand même pas mal de noms dans la draft à venir. Après, ouais, c'est comme ça, c'est le principe de la draft. Hein. Des fois, tu vas avoir des mecs générationnels ou MB, tu vas avoir des drafts beaucoup plus middle, tu auras des Ouais. drafts où tu vas avoir 3-4 noms qui vont sortir du lot, aussi, et de temps en temps, tu auras des drafts. Et Voilà, tu on as va des pas drafts se aussi où répéter. ça sort pas tout de suite et ça C'est attend, ça. ça attend de ouais, mûrir. ouais, mais aussi middle, moi, ça faisait longtemps que j'avais pas vu une comme ça, tu vois. Ouais, C'est quoi? après, C'est peut-être celle de Cunningham? ouais, je sais pas après, je t'avoue, j'ai pas le Non, je passif sais dans la plus. tête, mais oui, c'est clair que quand tu as un Victor, bah en fait la cuvée d'après, obligatoirement, tu la vois tout de suite, tu vois. Ouais, mais tu vois, C'est même pas parce là, qu'il est français, pas parce qu'on est français qu'il est français, je veux dire, tout le monde Non, parce que était la hype complètement. autour de Wemby, elle Ouais, était voilà. vraie, elle était réelle, elle était Elle pas était même seulement pour plus les forte aux Français. États-Unis au début, Ouais. faut se rappeler, hein. Elle était plus forte là-bas que nous, hein. Tu vois, Souviens-toi l'accueil à San Antonio. Hmm. ouais, mais tu vois, moi, tu vois, toutes celles du milieu des années 2010 me donnaient plus envie, tu vois. Celles où t'as Irving, après t'as Ah oui. Wiggins, après t'as Karl Anthony Towns, après t'as Ben Simmons, après comment il s'appelait, Markel Fultz. Tu vois, il y avait des joueurs, tu vois, qui te donnaient envie, tu vois. Donc, je suis Fultz, pas sûre que j'avais vraiment très envie avec Markel Fultz parce que pas lui, mais ouais, mais regarde qui c'est qui était troisième. Tu te c'est souviens qui? qui était troisième? Non. Jason Tatum. Parce que je te rappelle que Ah oui, exact. ils avaient fait un pick swap et pour récupérer derrière. Exact, exact. Oh merde. Ah ouais, ouais, ouais. Ben, oui, parce que sinon, Jason Tatum, il était à Philadelphie, Oui, c'est vrai, exact. il faisait rien de sa vie. Hein. On aurait rigolé, tiens. Oh, Voilà. alors là, le process, on l'aurait pas du tout trusté, quoi. Bah ouais, D'ailleurs, on ne mais trust toujours pas. bon, il est fini. Mais tu vois toute cette vague, moi je l'avais suivi et moi elle me plaisait vachement plus, tu vois. Elle m'emballait. Et cette année, mais rien du tout, quoi. Hmm. Alors après, c'est peut-être, enfin, moi j'ai regardé quand même d'un coin de l'œil parce que c'était des Français. Mais, mais ils sont dans des équipes tellement middle et qui n'ont pas décollé, quoi. Il n'y a pas un. Bah, ouais. Si, il y a peut-être Yves Missy qui a fait un bon truc au début de saison, mais c'est assez, quoi. Et puis, qui c'est qui regarde les Pels, quoi. Ouais, c'est ça. Absolument personne. C'est comme Washington, tu vois, c'est compliqué. Ah si, il y a Nico Nounours qui regarde les Pels. Il y a qui? Nico Nounours. Ah, D'ailleurs, d'accord. s'il m'écoute, il aimera la dédicace. Eh ben, on le salue. Bon, quelqu'un d'autre à mentionner, une Non. mention honorable, tout ça? Non, ça va. Moi, je voulais juste dire que Alex Sarr, je crois beaucoup en toi et j'espère que tu vas pouvoir faire une très belle carrière dans une équipe qui te mérite parce que je pense que dans un collectif, ce sera un très très bon joueur. On continue. Il nous reste deux trophées du coup. Allez, Ouais, c'est ça. le coach of the year. Qui c'est que vous voyez en coach of the year? Me dis pas qu'il il est en vert. Ah non. Alors, honnêtement, j'aurais bien aimé. Mais non, non, non. Alors, oui, je lui donnerai, juste pour le plaisir de lui donner, je lui donnerai. Mais en réalité, j'ai deux hésitations. Ok. Et il y en a un, Ime Udoka, avec Houston. Ah ouais, non, mais je sais, c'est un peu spécial comme choix. Mais Ça se tient, hein. Houston, je ne les voyais pas aussi haut, en fait. Je ne les voyais pas jouer aussi bien, je ne les voyais pas faire la saison qu'ils ont fait, je ne les voyais pas. Donc, tu vois, pour moi, Ime Udoka, c'est quand même
c'est quand même le coach surprise que je pensais pas voir à cet endroit-là. Et il y a évidemment Kenny Atkinson. Ça aussi, alors pour moi, il y a du coup Ime Udoka, c'est un peu le choix entre guillemets du cœur, même si c'est un peu mal vu de dire ça, mais par rapport au résultat de Houston. Mais Kenny Atkinson me semble le choix le plus logique au vu des résultats de l'année et de ce qu'ils ont montré en termes de constance, en termes de jeu, en termes de système offensif, de gestion de l'effectif, etc. Puis le classement en général, voilà. Je pense que c'est le coach of the year le plus logique. Après, j'entendrai si vous parlez de Big. Voilà. Chris? C'est intéressant ce qu'a dit Anna. Pourtant, il y a un nom que tu n'as pas cité. Alors, encore une fois, on va croire que je roule pour une seule franchise, mais tu vois, JB Bickerstaff à Détroit. Non, mais attends. C'est pour ça que je te dis. Ok. Je vois Yannick qui pouffe tout de suite. Alors, je suis pas fan du gars. Tu vois, je suis pas fan du coach, de ce qu'il avait pu proposer. C'était à Cleveland avant. Ouais. Mais en fait, dans un certain mood d'équipe, avec de la jeunesse, dans une équipe qu'on n'attend pas nécessairement top conférence et qu'on n'attend pas finale NBA, machin et tout, où tu n'as pas des objectifs tout de suite, en fait, c'est plutôt pas mal, tu vois. Et là encore une fois, je veux dire, si Détroit en est là où ils en sont cette année, c'est en partie grâce à Kate Cunningham, c'est en partie grâce à d'autres joueurs de l'équipe, évidemment, mais c'est aussi en partie dû au travail du coach, tu vois. Donc, moi, je voulais juste le citer parce que ça n'avait pas été donné, mais pour moi, je ne mettrai pas Bickerstaff. J'ai un choix qui me paraît logique et j'ai un choix du cœur. Alors, le choix logique, je vais le balayer vite parce que tu en as parlé, c'est Kenny Atkinson. Voilà, Cleveland a déroulé la conférence Est toute la saison. Ils ont battu record sur record en termes de streak. C'est une de leurs plus belles saisons, si ce n'est la plus belle saison. Ils ont quand même eu LeBron James qui est passé pendant un paquet d'années dans cette franchise-là. Ouais. Donc Kenny Atkinson, mais moi je vais donner mon vote là, c'est vraiment un vote du cœur. C'est un mec que j'ai même pas vraiment vu dans les mentions honorables et tout ça, dans les différents sites que j'ai pu aller voir. Mais en fait, il faut juste revenir un petit peu sur ce qu'on attendait de lui quand il est arrivé. Moi, c'est JJ Redick. Parce que rappelez-vous, quand JJ Redick est arrivé, on a dit quoi? Ah ouais, d'accord. En fait, c'est le pote de podcast de LeBron. Ils venaient de faire un podcast ensemble 15 jours avant ou 3 semaines avant. On s'est dit, ouais, encore, ok. Donc, c'est LeBron. Il ramène un poteau. Il va encore faire son marché comme d'habitude. Et on ne savait pas, en fait. On savait, Redick a été un bon joueur NBA. Il a bourlingué pendant un paquet d'années. Tu vois, ça, on ne peut pas lui enlever. Mais parfois, le switch joueur-coach, ça ne marche pas tout le temps. Hein. Et en fait, Redick, les Lakers, au moment où on tourne, donc nous, on est lundi 7 à 19h, là, 19h45, ça aura peut-être changé demain ou après-demain quand vous écouterez, parce que le classement change tous les soirs. Mais là, les Lakers sont podium de la conférence Ouest. Tu vois, donc, on ne s'y attendait pas à avoir cette équipe-là des Los Angeles Lakers aussi haut dans la conférence Ouest. On les voyait pas 12e non plus, mais moi, perso, je ne les attendais pas podium, ou en tout cas, on verra où ils vont finir, mais ils ont montré des belles choses. Il a montré de très beaux ajustements en cours de saison, Redick. Quand il y a eu le départ d'Anthony Davis, on s'est dit, oh là là, ok, on récupère un talent générationnel avec Luka Doncic au niveau offensif, ça va dérouler machin, mais défensivement, les Lakers, ça va devenir porte ouverte, ça va être le saloon ou ça va être la passoire. Vous prenez ce que vous voulez comme définition. Et très vite, les joueurs, mais parce que JJ Redick a fait le boulot et son staff, on oublie toujours le staff, ils ont trouvé les ajustements. Alors certes, la défense intérieure n'était pas la plus forte de la ligue, mais collectivement, ils ont défendu davantage. Collectivement, ils se sont plus impliqués dans les tâches collectives défensives. Et ça, c'est aussi en partie dû à ce qu'a montré JJ Redick. C'est un mec, on l'a entendu en conférence de presse, c'est un forçat du travail. Il y avait eu un truc qui était sorti là, où je ne sais plus qui l'avait vu, il était dans un car wash en train de regarder un résumé de match sur sa tablette parce qu'il était en train de regarder pour ajuster son équipe, faire des ajustements pour le match d'après.
Il peut passer des soirées entières, des week-ends, il l'avait dit, à regarder toutes les actions de son équipe quand elle a perdu pour essayer de voir qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui peut être modifiable pour le match-up suivant, etc. Je te dis pas que les autres coachs ne le font pas, mais il avait fait un truc sur moi je voudrais que les ballons en match soient pareils, je veux que la température dans les chambres soit à telle température parce que pour la récupération des joueurs c'est primordial. Alors il y a d'autres coachs qui doivent être pareils, mais lui il le dit en conf de presse. Moi c'est des choses que je n'avais jamais entendues avant, voilà. Et en fait tout ce petit schmilblick que je vous donne depuis 2 minutes font que moi c'est une vraie révélation coaching JJ Redick dans une équipe qui peut vraiment viser de belles choses cette année et qui nous a montré déjà qu'elle en a encore sous le coude. Donc voilà, je sais très bien que c'est pas lui qui remportera le titre, mais moi je lui donne JJ Redick. Non mais j'entends, d'ailleurs il est pas très loin dans la course. Hein. Ouais, ok, moi je l'ai même pas vu, tu vois, j'ai vu 4-5 noms avant lui, mais ok. Ouais, j'ai pas du tout pensé à JJ Redick. Ce qu'il a contre lui, c'est qu'il n'y a pas eu un gros step en termes de victoire de mémoire. Moi, Kenny Atkinson, à l'heure où on parle, la saison n'est pas finie, il a déjà plus 14 victoires en plus. Voilà. Oui. Avec quasiment le même effectif. Donc tu parlais de JB Biggerstaff. Oui, il faut le mentionner. JB, on en a parlé plusieurs fois. Il y a des coachs qui sont bien pour faire passer d'une équipe très faible à une équipe playoffable. D'une équipe playoffable à une équipe qui passe en tour, c'est encore un autre type de coach, c'est un autre management. Et équipe qui peut remporter le titre, c'est encore autre chose. Je pense que Kenny Atkinson, c'est le deuxième type de coach. On va voir en playoff ce que ça va donner. Parce que le coaching de playoff, c'est encore autre chose. C'est une capacité d'ajustement. Parce que après, tu vois, Anna a vu avec Celtics l'an passé. Clairement, Boston était tellement au-dessus pendant toute la saison qu'il y a eu besoin quasiment de faire aucun ajustement. Ouais. Là, ça va être un peu différent. Malgré tout, je veux voir ce que Kenny Atkinson va faire dans la suite. On a vu la plus-value qu'il a apportée à l'équipe de France, ce qu'il a fait, ce qu'il a dit. On sait que il est très proche du jeu à l'européenne. Il amène une dimension à la NBA de jeu européen, une philosophie. D'ailleurs, il a dit plusieurs fois dans la presse que le jeu européen était le vrai basket, plus que le jeu NBA. Il amène ce truc. D'ailleurs, il a pris Vincent Collet dans ses bagages, qui va faire des consultings tous les mois. Il va faire une semaine du côté de Cleveland. Donc tu vois, il y a tout ce genre de choses. Je trouve qu'il amène un vrai truc. Est-ce que maintenant, en termes de coaching pur et dur, il va pouvoir faire apporter quelque chose? C'est ça que j'attends avec impatience de voir. Mais pour moi, c'est lui, parce que Cleveland, une équipe où on s'est beaucoup moqué d'eux, parce que l'année dernière, le premier tour, ça a été très compliqué. Derrière, le deuxième, on n'en parle même pas. On va voir ce que ça va donner. On va voir parce qu'il a réussi à sublimer un effectif, à les amener à plus de 60 victoires. On était peu à parier sur ça en début de saison. Okay. Et très curieuse de savoir c'est quoi le type de consulting que Vincent Collet fait. Parce qu'on n'a pas tellement. Non, mais c'est pas pour me moquer, vraiment pas. Pour le coup, c'est vraiment pour savoir, parce qu'on n'a pas tellement de détails. Je serais très curieuse de savoir. Tu veux mon avis? Moi, je pense que c'est le meilleur attelage possible, parce que autant Kenny Atkinson, je sais pas, mais je sais qu'il peut coacher. Vincent Collet, c'est un des meilleurs entraîneurs, je dis bien entraîneur, hein, et gars qui va préparer son équipe. Je suis pas sûr qu'il ait l'influence sur un match comme peut avoir d'autres coachs. C'est ce qui lui a manqué dans sa carrière de coaching. Ok, il a gagné en 2013, mais il aurait pu gagner d'autres choses. Malgré tout, je pense que tu vois, il lui manque le petit truc de leadership qui est,
fais une parenthèse qui est un petit peu le manque dans la formation française des coachs qui sont de très bons dans la technique, puisqu'on voit, et des formations, et après le coaching. Mais c'est un autre débat qu'on aura peut-être dans l'été. Ça peut être un sujet à faire. Bon, en tout cas, Atkinson, voilà, il ressort dans nos trois noms, et c'est lui qui est numéro 1 pour les books. Après, c'est Bickerstaff. Et t'as Marc Daigneault, on l'a même pas cité. Oui. Avec le Thunder, là. Il a un problème, c'est qu'il a loupé l'année où l'an passé. Et du coup, on va attendre de lui tellement haut qu'il n'est pas prêt de l'avoir, tu vois. Ouais. Il y a des coachs comme ça qui sont passés à côté parce que il y a d'autres qui l'ont eu et l'année où ils auraient dû l'avoir. Ok, bon. Ok, donc allez, direction Cleveland pour le trophée du coach, tu vois. Allez, exactement. Allez, on a gardé le plus gros pour la fin. Ah oui. Le MVP. Alors, qui c'est que vous voyez comme MVP ? On a esquissé plusieurs fois le débat, c'est resté. On a dit non, on le garde pour la fin de saison. Et là, c'est maintenant ou jamais, on peut s'écharper. Un peu, est-ce qu'il y en a qui seront de mauvaise foi, tel notre copain Tom, que l'on salue, qui dit des inepties sur le débat du GOAT ? Est-ce que sur le débat du MVP, il y aura des inepties ou pas ? Je vous laisse la main. Alors, je vais me permettre de commencer et après on va en débattre de toute façon. Juste avant qu'on donne nos noms, parce que de toute façon ça va jouer entre deux, il faudra qu'on pose la question. Yannick, note-la toi pour la fin d'émission. Qui on met troisième ? Tu vois ? Parce qu'en fait, il y en a deux qui ressortent tellement du lot que qui tu vas foutre sur le podium, tu vois. Sur le podium, tu peux en lister pas mal, mais bon, on verra ça après. De toute façon, ça joue entre Nikola Jokic et Shai Gilgeous-Alexander. Ah bon ? Ouais, je crois en tout cas. Je suis pas trop NBA, mais je crois. Moi, le troisième, ça y est, je le connais. Ah bah attends, garde-le. Peut-être, on aura peut-être une dinguerie sur le troisième. On va peut-être plus débattre du troisième que du premier. C'est ton jamais. Non, mais si vous nous écoutez régulièrement, je pense que vous commencez à vous faire un peu commencez à comprendre un peu nos avis, nos opinions sur tel joueur, telle franchise. En tout cas, pour ma part, moi, je m'en suis pas caché. J'ai toujours été dans la team et je continuerai à l'être Nikola Jokic. Voilà, tout simplement. Je respecte énormément Shai Gilgeous-Alexander. Je respecte énormément la saison qu'il est en train de faire individuellement. Je respecte énormément la saison que fait collectivement le Thunder. Mais autant pour d'autres trophées, je peux mettre en avant le bilan collectif. Autant là, en fait, c'est tellement le titre suprême sur le meilleur joueur que je trouve qu'on met trop d'impact, on met trop d'importance dans le bilan du Thunder pour donner le trophée à Shai Gilgeous-Alexander. Voilà, c'est mon avis. Et à côté de ça, Denver, ils sont pas 8e en fait. Donc, en fait, tu as un mec qui te fait une saison jordanesque, tout ce que vous voulez, machin, avec Shai Gilgeous-Alexander. Mais tu as un gars, il fait une saison qui, en tout cas de mon point de vue, on ne reverra plus jamais. Alors Yannick, tu reverras moins de saisons que nous, malheureusement. Mais, mais en tout cas, c'est quoi ? Non, mais je pense que voilà, on ne reverra plus jamais ce que propose Nikola Jokic. Et en fait, je veux pas que dans 5 ans, dans 10 ans, quand on reverra les années 2020, 2022, 23, 24, etc., on dise ah ouais, attends, cette année-là, Jokic, il a plus le trophée. Pour moi, c'est pas possible. Et c'est Shai qui va l'avoir, parce que quand on regarde les votes, il y a une domination presque trop outrageuse, je trouve, des votes pour Shai Gilgeous, le classement ESPN ou machin. Mais pour moi, c'est Jokic. Voilà, il fait une saison qu'on ne reverra plus jamais. Il est meilleur en termes statistiques que les saisons où il a été MVP. Terminé. Nikola Jokic. Mais après, je respecte encore une fois les votants et ceux qui vont le donner à Shai Gilgeous, mais j'aurais l'impression qu'on met un petit coup de couteau dans l'histoire avec un grand H. Alors, j'ai le même choix que toi. Pour moi, c'est Nikola Jokic. Merci. Mais en fait, je pense qu'il y a deux choses qui portent préjudice au fait qu'il soit MVP cette année. Ouais. Le fait qu'il en ait déjà 3 dans le sac. Ça, c'est clair. Oui. Et son équipe. Et mais par contre, il est dominant sur tous les domaines partout, quoi. Partout. Il est incroyable
de talent. Alors, avec cette nonchalance qu'on lui connaît, c'est extraordinaire, mais en fait, on ne se rend pas compte que le mec, c'est un pivot. Il est capable de balancer des passes de Magic Johnson, genre, un truc de fou. Il y a des trucs qui nous sortent, c'est des chefs-d'œuvre. Maintenant, je pense qu'il n'y a pas tellement de bons ou mauvais choix, en fait, dans cette course. Je pense que les deux le méritent. Le problème de Jokic, c'est vraiment aussi son équipe qui se détériore. Derrière, quand il n'est pas sur le terrain, tu le vois direct, tu as un problème de supporting system. Oui, donc ça ne devrait pas être un problème, Anna, vu que c'est le most valuable player. Ça ne devrait pas être un problème, du coup, ça devrait aller dans son sens. Non, le MVP, il est censé magnifier son équipe. Il le fait pas quand il est là. Il le fait, mais le problème, c'est qu'en fait, entre guillemets, si tu veux, il le fait trop. C'est-à-dire que l'équipe, elle tient vraiment pas sans lui. Tu vois ce que je veux dire? Shai, de l'autre côté, en effet, il est à 32 points, plus de 32 points par match. Ouais, c'est stratosphérique, ça aussi. 32 c'est 64% au shoot. C'est un truc de fou. C'est genre, je sais pas, j'ai pas tellement de mots. Et en fait, ce qu'on se dit, c'est que, en fait, ce qu'on oublie, c'est que Holmgren, il n'était pas là une bonne partie de la saison. En fait, donc il n'est pas avec son meilleur deuxième joueur de l'équipe, si tu veux. Et il arrive, et OKC est quand même hyper dominant à l'Ouest. Et voilà, enfin, après, les deux se valent. Mais mon cœur penche plus pour Jokic. Et après, c'est une question de sensibilité aussi. Je pense qu'en effet, il n'y a pas de mauvaise réponse. Il n'y a pas ça. Voilà. Donc pour moi, c'est Jokic. On ne peut pas passer à côté de la saison qu'il fait. C'est stratosphérique. C'est historique ce qu'il fait. Ok, ça s'entend. Moi, je suis team SGA, clairement. D'autant plus que c'est pas du tout le type de joueur que j'apprécie. Pourquoi j'ai envie de dire, pour moi, le truc de Jokic, c'est que l'année dernière, il aurait dû être deuxième et ça aurait dû être inversé, ça aurait dû être SGA l'an passé. Et effectivement, cette année, il fait une meilleure saison, mais SGA aussi fait une meilleure saison. Et il aurait dû l'avoir l'année dernière, ou à la limite, tu vas faire des co-MVP. Donc tu lui donnes par défaut, tu vois, parce qu'il l'a pas eu l'année dernière, tu lui donnes cette année, tu vois. C'est le lot de consolation. Ouais, mais en fait, si tu veux, c'est le meilleur joueur de la meilleure équipe. Et on a trop tendance à oublier que c'est ça, en fait. Si tu veux, tout le projet OKC est autour de SGA. Et tu vois, un peu comme ce que j'expliquais pour les coachs tout à l'heure, tu vois, il y a des joueurs, ils sont passés à côté parce qu'il fallait le donner à quelqu'un d'autre, tu vois. Tu parlais de Russ West, il a pris de James Harden l'a eu. Pareil, Embiid, tu vois, il a eu un peu par défaut, Embiid. La seule année où Jokic il aurait dû faire le triplé, tu vois, en fait. Mais pour revenir à cette année, tu vois, c'est compliqué de pas donner au gars qui est le plus clutch de la ligue, quoi. Donne-lui le clutch player of the year si tu veux, voilà. Mais Ah non, mais ouais, mais tu vois, moi je me pose la question, t'enlèves Jokic à Denver, ok, c'est moins fort. T'enlèves SGA à OKC, je suis pas sûr qu'il fasse les playoffs. Oui, mais t'es pas sûr alors que t'es sûr. Mais alors que si t'enlèves Jokic à Denver, mais Denver ils sont en train de tanker depuis 6 mois, tu vois. Mais je suis pas aussi sûr que toi. Arrête. On n'arrête pas de dire, Yannick, depuis 2-3 ans, l'effectif diminue en qualité. Ils n'ont pas renouvelé certains joueurs sont partis, ils n'ont pas remplacé. Mais après, bon, bref. Ouais, mais pour moi, tu vois, SGA, c'est vrai. Enfin, je trouve que c'est vraiment un. Il n'y aurait pas Jokic dans cette ligue, mais on se dirait, c'est un non-brainer. Ok, Jokic, il fait des choses, il fait des dingueries, je suis d'accord, mais quand même 2 fois double MVP.
Oui, mais normalement, le bilan d'avant ne doit pas compter. Tu vois, parce que sinon, ça veut dire que ta narrative est tronquée dès le départ, en fait. Moi, je te le dis tout de suite, si on regarde, même si on regarde que cette année, c'est pas, en fait, ok, il est en triple-double toute la saison, je l'entends. Mais pour moi, SGA, c'est vraiment cette année, c'est vraiment un joueur à part. Vraiment. Tu vois, les Italiens, ils diraient Fiore classe. Tu vois, c'est vraiment le gars. Non, ah non, pour moi, vraiment, là, cette année. Et pourtant, j'aime beaucoup Jokic. Mais pour moi, Shea, il est vraiment. Il fait un truc. Je pense que on se souviendra longtemps de sa saison, en fait. Non, moi, je suis pas d'accord. De la même manière qu'on se souviendra très longtemps de la saison. On se souviendra plus de celle de Jokic. Il est en triple-double à 30 points de moyenne. Il n'est pas en triple-double en 15, 10, 11. Il est en triple-double à 30 points de moyenne, tu vois, pour un pivot et pour un mec qui joue à son propre rythme, il joue son propre jeu, en fait, tu vois, et il s'en fout du reste. Il s'en fout des 29 autres franchises. Il s'en fout de tout ce qu'on va lui mettre sur le dos. Voilà. Ouais, mais SGA, il claque ses buzzer beaters à tir larigot, voire il met des cartons à tout le monde aussi, mais tu vois. Ça, t'en reverras, parce qu'on sait que la NBA, c'est une ligue d'attaque, et tu reverras des saisons. La NBA, c'est que des records, et tu reverras des saisons où tu vas avoir un mec, tu vois, l'époque d'Arden, où il claquait tout le temps des matchs à 40 points, à 40 points, à 40 points. T'en auras d'autres dans l'histoire des talents offensifs indéniables et qui vont battre des records. Ils vont faire 30 matchs à plus de 40 points. Ils vont faire tout ce que tu veux. Ils vont faire 50 matchs avec au moins 20 points minimum au premier carton. Je m'en fous de la stat. Jokic, ce profil-là, tu le reverras plus. C'est terminado. C'est fini. Après ce mec-là, tu le verras plus, tu vois. Je suis pas d'accord avec toi. Là-dessus, non, mais tu vois, des joueurs comme Jokic, bien sûr, mais comme il y a des types de joueurs qui ont complètement disparu. Tu vois, mais qui étaient, tu vois, les pivots, les pivots à l'ancienne qui jouaient poste bas, machin, ça a disparu. Mais parce qu'il y a des gars Jokic, la nature a horreur du vide. Ouais, bien sûr. Donc il y a des gars, il y a des nouveaux joueurs qui arrivent. Moi, je pense que tu vois, sur Jokic, je suis pas aussi sûr que toi qu'on n'en reverra pas d'autres. N'oublie pas que c'est une ligue, quand il y a un truc qui marche, ils essaient de reproduire. Oui, mais faut-il encore avoir les mecs avec le talent faut les trouver. Oui, mais aujourd'hui, il n'y a plus un joueur qui passe entre les mailles du filet. Ça veut dire que s'il est bon, s'il a le talent, le seul truc, c'est de pas tomber dans la bonne franchise au bon endroit au bon moment. C'est la seule chose. Ça, après, par contre, c'est un autre débat au sein du débat, c'est-à-dire que je disais tout à l'heure, dans quelques années, on va se retourner, on va parler de Jokic. Alors, s'il a 3 ou 4 titres de MVP, très bien, mais s'il a qu'un titre de champion, là, ça va tousser très très fort, tu vois. Et on pourra se poser des questions sur le management des Nuggets, sur comment ils ont entouré un des meilleurs joueurs all-time de l'histoire. Parce que Jokic, quand il aura fini. Mais arrête, Yannick. Bon, vous le voyez pas, il pouffe, mais quand Jokic aura fini sa carrière, je te parle pas juste du palmarès avec le nombre de trophées qu'il aura. Il va être dans les all-time. Il va pas être 67e, tu vois. Ah non, il sera en dessous, mais il sera. Est-ce que tu mettras Jokic ou SGA d'un point de vue all-time? Alors là, on sort un peu du débat de cette année, tu vois, mais c'est pas le même poste, pas le même profil et tout, d'accord, mais en termes d'impact sur l'histoire de la Ligue, tous les jours, tu mets Nikola Jokic devant. Et cette année encore, tu vois. Il n'y a pas le même nombre de saisons non plus pour l'instant. D'accord, on peut trouver tous les critères. Tu vas me trouver des critères dans un sens, je vais t'en trouver dans d'autres. Tu vois. Mais bien sûr, tout à fait. Après, on pourra faire le débat après. Mais moi, aujourd'hui, tu vois, je pense que Jokic, il va rentrer tranquillement dans le top 15. Je suis pas. Enfin, après, il va monter dans le top. Hein, ça, c'est clair. Non, mais c'est un débat. Ouais. Toi, après, tu vois, est-ce que Jokic, ok, il a ses stats, mais est-ce que c'est pas aussi parce qu'il y a des joueurs comme SGA qui ont fait rétrécir la ligue, tu vois, en termes de taille, en termes de choses comme ça. Tu vois, c'est une question qu'elle, tu vois, j'ai pas forcément la réponse. Après, pour moi, l'impact sur la saison, j'ai quand même, mais il n'y a pas, comme dirait Thierry Roland, il n'y a pas la ligne droite de Longchamp, pour ceux qui ont la ref,
Mais tu vois, je mets légèrement SGA par rapport à la saison parce que OKC, parce que et si voilà. le Thunder, il n'avait pas 14 victoires d'avance sur le deuxième à l'ouest, est-ce que tu aurais le même discours? Toi, si ça se jouait à 3. L'année dernière, j'étais aussi team SGA. Hein. Okay. Moi, je pense que tu vois, on sous-estime le poste de meneur de jeu. Et je pense que tu vois, ça fait combien de temps qu'il n'y a pas eu un meneur de jeu qui a été MVP? Oui, ben, dans ces cas-là, moi je vais te dire qu'on sous-estime ce que fait Nikola Jokic pour, comme disait Anna, pour un pivot, tu vois. Oui, mais regarde les 4 derniers MVP. Donc, c'est 3 fois c'est lui, une fois c'est. Oui, mais donc ça veut dire que tu donnes juste parce que tu veux être comme beaucoup dans la narrative NBA on aime bien changer tout le temps le storytelling, tu vois. Non, on change pas. Justement, tu vois, ça fait. Là, si tu le donnes à SGA parce que tu dis les 3 sur les 4 derniers, c'est des pivots. Donc Non, tiens, on va donner un meneur. Les 4 derniers, c'est des pivots. Ouais, mais oui, mais c'est pas pour autant que du coup il faut changer la narrative parce que non, mais y a moi, une lassitude, tu vois. Ah non, mais moi c'est pas de lassitude. Mais moi je pense que aujourd'hui, tu vois, aujourd'hui, non, ce que je te dis, c'est que on sous-estime l'impact du meneur de jeu. Tu vois, SGA, il se donne à fond, il prend des coups à tire-larigot, plus qu'il en met, il va à la corne tout le temps, et il continue, et puis en termes de clutchitude, enfin voilà quoi. Ok. Bah après, Et comme c'est sérieux. Hein. Ah oui, non mais bien sûr. Après, c'est comme on disait sur d'autres trophées, c'est des questions de feeling. Après, moi, tu vois, moi, j'ai toujours joué sur les. J'ai toujours bien aimé jouer sur les lignes arrière. J'étais un 2, mais un autre type de 2. Hein. J'étais le 2 qui justement était le protecteur du meneur. Je mettais les coups pour les meneurs. Donc, si tu veux, j'ai toujours un petit, comment dire, une affection particulière pour tous les meneurs. Je regarde toujours les meneurs dans des effectifs. C'est peut-être aussi pour ça. Et encore une fois, c'est pas forcément le type de joueur que j'aime à la base. Les meneurs scoreurs, je suis pas fan. Mais là, putain, face à son talent, je m'incline, quoi. Mais bon, on revient. Je suis d'accord avec ce que tu dis, en vrai. En fait, je suis d'accord avec tous les deux. Et c'est pour ça que je vous dis, il n'y a pas tellement de bons ou mauvais choix, en fait, dans cette histoire. Tout à fait. Mais après, c'est l'exercice. Nous, visiblement, je suis en minorité, je m'incline. On le donne à Nikola Jokic. Bon, Pas de scandale non plus, mais ça aurait été Shea, il n'y a pas de scandale. Par contre, là, ce qui peut devenir scandaleux, c'est ce que j'ai pu voir sur les rankings ou les trackers ESPN, tout ça, c'est l'écart dans les votes entre Shea Gilgeous qui est largement devant, tu vois. Qui est une bataille, ok, tu vois, et après, si ça tombe du bon côté de la pièce ou du mauvais côté, bon, voilà. Mais en fait, là, tu as l'impression que, ouais, ESPN, The Athletic aussi, alors je crois que sur Basketball Référence, c'est un peu différent, mais sur leurs. Alors, je ne sais pas trop comment sont considérés leurs votes et leurs pourcentages et leurs trucs, mais tu as un Shea Gilgeous qui est large devant. Et là, par contre, c'est vrai que si le résultat final, tu as un réel écart, il va falloir discuter, tu vois. Je te dis pas qu'il faut que ce soit 51-49, mais tu peux pas avoir un mec à 70 et l'autre à 30, tu vois, ou il peut pas y avoir 70 et 30, mais un à 60 et l'autre à, je sais pas, à 25, tu vois. Ouais, ça monte. C'est pas, voilà. Mais du coup, tiens, votre troisième rapidement, parce que moi, j'ai une liste de noms, tu vois. J'ai du Donovan Mitchell, j'ai du Giannis Antetokounmpo, j'ai du Tatum, j'ai du Anthony Edwards, j'ai du LeBron James, j'ai du Steph Curry. Peut-être qui en troisième? Alors moi, c'est clair, c'est Yanis. Ah ouais, je suis d'accord avec ça, même si pourtant le père du Jason. Ah non, mais t'aimes pas le mec, tu l'aimes pas. Alors moi, mais le truc, c'est que le gars, il tient une franchise à lui tout seul, quoi. Ouais, ça. Et c'est juste ça. C'est pas que je l'aime pas, c'est juste que c'est le symbole de la NBA que je n'aime pas. Ah oui. C'est-à-dire que si tu regardes sur chaque départ en dribble, marché, sur chaque, c'est pas des doubles pas, il fait du handball, ce garçon. J'ai rien contre lui, mais tu sais quoi, il prend une licence à Kiels ou à Kiel, enfin en Allemagne, où il veut, mais ce sera un super joueur de hand. Mais il est trop fort.
moi, t'as un mec que j'aurais bien mis, mais parce que bon, ils font une grosse fin de saison, mais mais ça a été trop en dents de scie, on en a parlé dans les conseils de classe. Tu vois, c'est Anthony Edwards. Mais la saison des Wolves est trop chelou. Là, il termine bien, mais tu vois, ça, il aurait pu être dans la liste pour le 3e, hein, pas pour les 2 premiers. Mais après, tu as Donovan Mitchell, tu vois. La saison des Cavs, tout à l'heure, tu mettais tous les louanges à Kenny Atkinson, on en parlait. À Donovan Mitchell, il y a quand même pas mal de doutes qui sont effacés depuis l'arrivée de Kenny. Alors attention, maintenant, il faudra voir en playoff. Ouais, mais comme le trophée du MVP, c'est sur la saison régulière. Ah oui, mais mais tu vois, sur la saison régulière, il est quand même, moi je le trouve, en tant que joueur, hein, 1 voire 2 crans en dessous de chez. Oui, mais là, moi je te parle juste du 3e, hein, je te parle pas. Oui. Non, mais j'entends. Que, tu vois, on met Yanis 3e, mais il fait une saison de ouf lui aussi. Ouais, c'est clair. On prend pour acquis ce qu'il fait, tu vois. Tu vois, genre juste qu'on réalise les choses, la saison qu'il fait, elle est aussi complètement folle. Et puis, et son coach, c'est Doc Rivers. Oui, voilà, pour me. Enfin bon, non, mais plaisanterie mise à part, ouais, pour moi c'est Yanis et voilà, il n'y a pas photo. Ok. C'est ainsi qu'on referme cette émission. On a fait un peu plus d'1 heure. On voulait à peu près respecter le timing. Le débat a été agité sur le MVP. Donc, on a dit quoi MIP, Cade Cunningham. Rookie, Stephen Castle. DPOY, on n'a pas tranché. 6e, Pritchard. Coach de l'année, Kenny Atkinson. C'est ça. Et le MVP, on a mis Jokic. C'est ainsi que se referme ce dernier podcast de la saison régulière. On va passer en mode play-off, enfin play-in, plus play-off. Donc restez proche, activez les notifications, restez proche de toutes vos plateformes. On va essayer de vous faire beaucoup des previews. On va essayer d'être présent. Et alors, on n'est pas sûr de tout faire, mais on va essayer, on va se mettre en mode, on va s'organiser, on va faire au mieux, à l'impossible, nul n'est tenu, donc restez quand même proches, on va essayer de faire quelque chose de bien. Et en tout cas, je vous remercie, Chris et Anna, d'avoir été là. Pour cette émission, d'avoir mis vos smokings et robes de gala. Et il ne nous reste plus qu'à souhaiter à tous une bonne soirée si vous nous écoutez en soirée, une bonne journée si vous nous écoutez en journée. Et à très vite sur les antennes de The Playoff. À très vite. Ciao.